Salam alaikum, Azul, bonsoir. Pas de nouvelles du front aujourd'hui, mais nous allons parler de la polémique du Burkini en France et de la décision du Conseil d'État qui vient de tomber il y a quelques instants et qui annule l'arrêté municipal de Villeneuve-Loubet, Alpes-Maritimes, interdisant le Burkini sur les plages. Voici les termes qui justifient la prise de décision du Conseil d'État. Je cite, « L'arrêté litigieux a ainsi porté une atteinte grave et manifestation illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d'aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. » Fin de citation. Vue de France, c'est une grande victoire de la démocratie et du droit sur une dérive que certains traitent de fascisante, sur la tentation de certains élus d'une certaine mouvance politique de surfer sur une atmosphère toxique particulièrement porteuse en matière électorale. Porteuse dans le plus mauvais sens qui soit, bien sûr, puisqu'elle incite à des votes fondés sur la haine et l'exclusion plutôt que pour un programme politique et économique. Cette histoire du Burkini peut être appréhendée de toutes les façons qu'on veut, puisque rien n'interdit de discuter de tels sujets, surtout lorsqu'ils deviennent des prétextes pour stigmatiser toute une communauté, pour la vouer aux gémonies, pour la charger de tous les maux de la société. Mais il n'en demeure pas moins que les sociétés ne valent et ne prospèrent dans la voie de la justice et de la dignité que si elles restent vigilantes pour tout ce qui concerne leurs libertés les plus fondamentales, les libertés les plus fondamentales de tous leurs membres, sans exclusive et sans exclusion. À plus forte raison, lorsque d'aucuns invoquent les libertés, l'égalité et la démocratie pour stigmatiser quiconque ne rentre pas dans les cadres conjoncturels, dans les rails qui leur ont été aménagés par la bien-pensance en vogue. Et c'est pour cela, justement, en l'occurrence, malgré les dérives, malgré l'atroce stigmatisation de la communauté musulmane en France, un point difficilement imaginable il y a quelques années seulement. C'est pour cela que la décision du Conseil d'État est salutaire, porteuse d'espoir, parce qu'elle vient de rétablir d'une façon particulièrement forte le droit des gens de jouir de leurs libertés les plus fondamentales, les plus essentielles. Après des errements qui ont laissé croire à une déviation essentielle, justement, des valeurs les plus centrales de la France, après une utilisation particulièrement abusive du droit et de certaines prérogatives qui ont gravement nui à l'image de ce pays, censé être la Mecque des droits de l'homme, voici que le Conseil d'État français remet les pendules du droit à l'heure. Et je dirais même, quitte à passer pour un naïf, qu'il vient, le Conseil d'État, de rendre son honneur et sa vocation première à la France, à celle dont certains élus et certains faiseurs d'opinion étaient en train de transformer en fascisme en marche. L'étau va-t-il se desserrer pour autant sur les musulmans de France? Vont-ils enfin pouvoir marcher dans la rue sans sentir ces regards qui pèsent sur leur nuque? Et vont-ils aussi pouvoir se libérer de ceux qui ont leur nom, prennent leur image en otage, leur religion en otage? Ceux-là qui sont dans une démarche de provocation et d'altération de l'image de l'islam et des musulmans. C'est ce que nous allons demander à nos invités. Aujourd'hui. France Info. Arrêté anti-Burkini, les photos de Nice vont alimenter des années de propagande djihadiste. Le Huffington Post. Le Conseil d'État invalide les arrêtés anti-Burkini. Le Monde.
Le Conseil d'État suspend l'arrêté anti-Burkini de Villeneuve-Loubet. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Nordin Aoussat, imam et professeur de marketing international en France. Stéphane Guezguez, avocat du collectif contre l'islamophobie en France, qui nous parlera de France aussi. Et Béatrice Nur, citoyenne française convertie à l'islam et qui nous parlera de France elle aussi. Nordin Aoussat, merci d'être avec nous. Merci pour cette invitation. Merci. Alors, grande nouvelle, j'imagine, c'est comme ça que la ressentent les musulmans de France? Bien entendu. Bien entendu, c'est une grande nouvelle. Oui. On s'attendait en quelque sorte, tant les arrêtés qui ont été pris étaient, je dirais, en flagrante contradiction avec les principes de la République et les lois. Et surtout aussi, on s'attendait que il y a eu une réaction à la hauteur du défi de la part, je dis bien, des associations de défense des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International et surtout le CCIF qui est le grand gagnant, je dirais, et tant mieux, de cette affaire du Burkini qui devient, je vous l'apprends, en quelque sorte une Burkini Gate depuis hier au moins. Restez avec nous un instant, Nordin Aoussat. Nous allons prendre Maître Stéphane Guezguez. Vous êtes avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Stéphane Guezguez. Oui, merci. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très bien. Oui. Alors, vous êtes l'avocat du collectif contre l'islamophobie en France. C'est bien ça? Tout à fait, oui. Tout à fait, oui. Alors, j'aimerais que vous nous disiez ce que signifie pour vous, en tant qu'avocat donc, de ce collectif, la décision du Conseil d'État. Alors écoutez, c'est une décision qui rassure. Elle rassure puisqu'elle rappelle les principes qui sont bien connus en droit, celui de la liberté d'aller et venir, celui de la liberté d'expression. On a le droit en France de disposer librement de son corps, on a le droit de décider, si on le souhaite, d'aller à la plage avec des vêtements couvrants pour protéger sa dignité. Et cette décision du Conseil d'État est rassurante. Mais en même temps, elle est rassurante, elle pose question parce que il a été nécessaire d'arriver jusque devant le Conseil d'État, la plus haute institution judiciaire en France, pour enfin obtenir une décision qui interdise les arrêtés qui ont été pris par les maires. En réalité, ce que l'on aurait souhaité, c'est que même pas il y ait des maires qui décident en France, au nom d'un prétendu trouble à l'ordre public, d'interdire à des femmes voilées de venir à la plage. C'est quand même ça qui est triste, mais on retient malgré tout une décision positive du Conseil d'État. Mais les décisions des maires portant interdiction du burkini sont-elles annulées de facto ou allez-vous entreprendre des actions judiciaires pour les invalider de façon, effective? Alors en fait c'est simple, la décision qui a été prise par le Conseil d'État est une décision qui dit le droit, c'est une jurisprudence, mais elle n'a pas d'impact juridiquement sur les autres arrêtés. Ce qui signifie que maintenant les maires ont l'obligation morale de retirer leurs arrêtés, donc les autres maires des communes de la côte azuréenne. S'ils ne le font pas, d'ici lundi, le CCIF portera à nouveau l'action en référé devant le tribunal administratif de Nice, et si nécessaire jusqu'au Conseil d'État, pour obtenir très rapidement, en urgence, dans les 48 heures, à partir de lundi matin, la suspension des autres arrêtés. Puisque de toute façon, le Conseil d'État a dit le droit et a rappelé qu'un maire ne pouvait pas décider tout seul de ce qu'une femme porte ou ne porte pas. Donc, si j'ai bien compris, cette décision du Conseil d'État a été ciblée, elle ne s'applique qu'à un arrêté en particulier et qu'elle ne s'applique pas de facto pour tous les autres arrêtés, sauf si les maires, de façon, j'allais dire, déterminée, décideront d'eux-mêmes de suivre un peu le rail qui vient de leur être mis en place, mais que sinon, ils restent libres de ne pas supprimer leurs arrêtés, de ne pas les annuler?
Tout à fait. Juridiquement, en fait, lorsqu'on saisit un tribunal, on saisit le tribunal que pour un arrêté ou une interdiction. Il faut savoir que le CCIF a lancé des actions pour également la commune de Cannes. Il y a des actions qui vont être initiées pour les autres communes, mais à chaque fois, il faut saisir le tribunal pour chaque commune. Donc chaque commune doit faire l'objet d'une saisine. Mais si les citoyens, ou les citoyennes plus exactement, se saisiront elles-mêmes de la justice dans les autres communes, j'entends, est-ce que cette décision du Conseil d'État ferait jurisprudence en l'occurrence? Mais comme je vous l'ai dit, la décision du Conseil d'État fait jurisprudence. D'accord. Elle dit le droit. Elle dit le droit. Simplement, juridiquement, la décision du Conseil d'État, elle s'applique pour Villeneuve-Loubet, puisque c'était seulement Villeneuve-Loubet qui a fait l'objet d'un recours devant le Conseil. Maintenant, les autres communes, puisque elles savent que le Conseil d'État a rendu une décision qui est la suivante, celle de l'autorisation faite aux femmes de pouvoir aller librement comme elles le souhaitent à la plage, elles savent que si elles ne retirent pas d'elles-mêmes très rapidement leurs arrêtés discriminatoires, ils subiront le même sort devant le tribunal administratif de Nice, sans nécessairement aller jusqu'au Conseil d'État. Donc dès le premier recours, elles perdront automatiquement, puisque leurs arrêtés sont strictement des copier-coller de celui de Villeneuve-Loubet. D'accord. Et qu'en sera-t-il des amendes infligées aux personnes qui ont été verbalisées? Alors, les amendes qui ont été données aux personnes verbalisées, c'est très simple. Le CCIF a rappelé et a dit qu'il ne fallait surtout pas payer ces amendes dans l'attente d'une décision du Conseil d'État. Pour celles qui ont payé ces amendes ou celles qui ont simplement eu une contravention, ce que le CCIF va mettre en place, ça sera l'objet d'une communication plus tard sur les réseaux sociaux, c'est des actions indemnitaires, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, toute personne qui habitait sur la commune de Villeneuve-Loubet et qui, parce qu'elle est musulmane, n'a pas pu aller à la plage, on l'invite à saisir le CCIF et on fera une action indemnitaire contre la mairie de Villeneuve-Loubet pour obtenir des indemnités, des dommages et intérêts pour la discrimination que le maire a fait subir à cette population. Ça veut dire que toutes les personnes susceptibles, juste le fait d'être musulmanes, peuvent porter plainte et obtenir réparation pour le seul fait d'avoir été stigmatisées de façon indirecte, j'allais dire. Oui, tout à fait. À partir du moment où le Conseil d'État a déclaré que l'arrêté qui a été pris par Villeneuve-Loubet est illégal, toute personne intéressée, donc en l'espèce toute femme qui porte des signes religieux et qui habite Villeneuve-Loubet et qui, par l'interdiction, n'a pas pu profiter de ce moment à la plage et qui en plus a été discriminée, peut, par l'intermédiaire du CCIF, évidemment, saisir la justice pour obtenir des indemnités. Et c'est une action qu'on va mener, une action de groupe, une class action, tout simplement. Mais en l'occurrence, ça peut être donc j'allais dire des dizaines de milliers de personnes qui pourraient donc se porter contre partie civile, contre les mairies en question. C'est le prix de l'exclusion, c'est le prix de la discrimination, tout à fait, oui. Alors, les personnes verbalisées vont-elles pouvoir se retourner légalement contre les municipalités qui ont pris ces mesures? Vont-elles pouvoir demander réparation, dommages et intérêts, puisque la décision du Conseil d'État considère les arrêtés comme une atteinte grave et illégale, ce sont les propres termes du texte, aux libertés fondamentales. Donc ces personnes peuvent-elles demander aujourd'hui des dommages et intérêts, réparation morale, réparation matérielle? C'est ce que j'ai dit. Avec le CCIF, je compte effectivement lancer une procédure indemnitaire pour toutes ces personnes-là. Maintenant, à elle de contacter le CCIF qui fera le lien avec mon cabinet pour qu'on puisse lancer ces procédures indemnitaires pour toutes les habitantes de Villeneuve-Loubet et on l'espère bien évidemment pour toutes les autres habitantes des communes du littoral algérien qui obtiendront la suspension des arrêtés discriminatoires. Oui. Stéphane Guezguez, maître Stéphane Guezguez, avocat du CCIF, je vous remercie de nous avoir éclairés et j'espère vous retrouver bientôt dans une autre de nos émissions. Merci beaucoup et au revoir. Et je reçois à présent, mais nous allons ouvrir le standard dans quelques instants pour nos téléspectateurs et téléspectatrices surtout, qui souhaitent s'exprimer sur la question. En attendant, je reçois Béatrice Nur, citoyenne française convertie à l'islam. Béatrice Nur, merci d'avoir accepté notre invitation. De rien, bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous, vous êtes une Française de souche, comme on dit, une Française blanche. Complètement. Convertie à l'islam depuis quelques années, c'est bien ça? Tout à fait. Et je précise que vous ne portez pas le voile, que vous ne portez pas le burkini, que vous allez à la plage en maillot de bain.
mais que néanmoins, vous avez à insister pour intervenir et dire toute, j'allais dire, votre colère contre ces stigmatisations gratuites, j'allais dire. Tout à fait. J'ai grandi dans un pays où les libertés sont importantes à mes yeux, puisque toute liberté d'expression permet à tout citoyen de vivre en paix. C'est surtout ça. Et que, à force d'instaurer des lois par rapport à nos vêtements, on va parler comme ça, vêtements religieux entre guillemets, parce que je ne sais pas si le burkini est un vêtement religieux. Ça nous empêche de vivre ensemble en paix sur une plage, bien entendu. Toutes ces lois qui sortent du côté de la Côte d'Azur sont bien entendu lancées par des partis politiques extrémistes aussi, alors que la France a décidé de se battre contre le terrorisme pseudo-islamique. C'est-à-dire, quand je dis pseudo, c'est-à-dire que en France, nous avons vécu des choses très graves, beaucoup plus graves que le fait de porter un burkini et d'être en plage en burkini, et que ça fait oublier l'essentiel de vouloir vivre ensemble, en paix. Béatrice Nur, excusez-moi, oui. Béatrice Nur, oui. Vous êtes donc une Française de souche, on ne voit pas que vous êtes musulmane quand vous êtes dans la rue. Non, vous ne portez pas le hijab, parce que je rappelle qu'on peut très bien être musulmane sans pour autant porter ces habits dont vous dites qui sont religieux. D'ailleurs, la majorité peut-être des femmes musulmanes qui vivent en Occident ne portent pas le hijab, je le rappelle. Mais sinon, vous-même, qui n'êtes donc pas l'objet de ces regards un peu méprisants, un peu stigmatisants de certaines personnes dans la rue, mais ça ne vous empêche pas de les voir se poser sur vos co-religionnaires. Comment ressentez-vous cette atmosphère toxique, cette atmosphère lourde, ces musulmans qui sont presque contraints de raser les murs, qui sentent peser sur eux des regards désobligeants, des regards méprisants? Comment ressentez-vous cette atmosphère? Eh bien, ça me rappelle les histoires que ma mère me racontait. Ma mère a 92 ans, donc elle a connu la Seconde Guerre mondiale. Et elle m'a raconté un petit peu, justement, on en parle parfois de ce genre de sujet, elle m'a raconté un peu ce que vivaient les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire être obligé de montrer qu'on était sous des lois extrémistes et qu'on les empêchait de vivre, d'exister, de circuler librement et d'être en paix. Je parlais de paix, de vivre ensemble. La France, c'est un pays libertaire, c'est un pays laïque, républicain, dont tout citoyen doit circuler librement, sous aucune contrainte. La seule contrainte d'être correct vis-à-vis des uns et des autres, je pense que c'est la première contrainte. Maintenant, pour mes sœurs qui portent le hijab ou qui vont au burkini au bord de la plage, elles sont souvent décriées, elles sont souvent pointées du doigt. Elles sont maintenant verbalisées, donc ça commence comme ça. Mais après, je me pose la question, que vont faire ces maires, que vont faire ces députés, que vont faire ces ministres d'extrême droite ou d'autres partis politiques, parce qu'il n'y a pas que les extrêmes droites, que ce soit de gauche ou de droite. Qu'est-ce qu'ils vont inventer? Béatrice Nur, voilà. Les Français comme vous de souche, convertis à l'islam, sont relativement nombreux en France. Beaucoup de gens ne le savent pas, ils sont de plus en plus nombreux. Mais ils sont quasiment invisibles. D'abord parce qu'on ne les voit pas, on ne les distingue pas, contrairement aux gens qui ont un faciès particulier, comme le mien, un peu comme ça. On ne les remarque pas, ils passent inaperçus. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'ils ne se manifestent pas suffisamment en solidarité avec leurs autres co-religionnaires qui sont nés musulmans. C'est tout à fait vrai, mais ils ne passent pas inaperçus. Justement, les femmes qui portent les hijabs sont souvent... Non, je ne parle pas de femmes qui portent le hijab. Hein. Je parle
Je parle de musulmanes comme vous, par exemple, qui sont françaises et qui ne portent pas. Oui. Je suis musulmane de souche, mais en général, les musulmanes qui se convertissent à l'islam portent le voile parce que ça devient pour elles un choix qu'elles ont fait. Maintenant, je ne veux pas parler en leur nom, mais ce que j'observe, c'est que mes sœurs converties à l'islam portent de plus en plus le voile parce que c'est leur propre choix. En général, il y aura toujours des exceptions, bien sûr. Hein. Et donc, elles ne rasent pas les murs, mais par contre, non, elles ne sont pas discrètes. C'est parce que les médias ne vont pas les interroger. C'est parce que les médias ont décidé simplement de pointer le doigt sur le niqab, le hijab. Et puis, si on peut un peu plus montrer que c'est plutôt des gens d'origine maghrébine ou autre, c'est plus facile. C'est plus facile. Mais sinon, mes sœurs qui portent le voile, qui sont converties à l'islam de souche française, non, elles défendent souvent sur les réseaux sociaux, elles défendent, elles sont en colère, elles sont meurtries parce que, comme je vous ai dit, moi après chacun est libre de pratiquer sa religion. Nous sommes en France et même moi qui ne porte pas le hijab ni qui va à la plage en maillot de bain, ça me touche parce que ces lois sont trop extrémistes à mon goût, et je trouve que voilà, ça ne correspond pas aux lois françaises. Donc pour répondre à revenir à votre question, non, elles ont envie de s'exprimer, mais quel média les interroge? Personne les interroge. En effet. Mais sinon, une question, je vous demanderai de répondre assez rapidement à la dernière question que je vais vous poser. Est-ce que vous pensez que l'islam est soluble dans la République française, qu'il peut s'accommoder des lois françaises, pouvoir s'y déployer, s'y pratiquer en toute légalité, dans toute paix, sans attenter aux autres et sans qu'on attente à ses propres fidèles? Est-ce que vous pensez qu'il est soluble dans la République française? Soluble. Je veux dire applicable sans pour autant être à chaque fois comme ça désigné comme le bouc émissaire, comme l'envahisseur, comme l'intrus. Non, bien sûr. Elle peut s'appliquer. Moi, je crois tout à fait à un islam. L'islam, c'est une religion universelle, donc elle s'adapte. On s'adapte très bien. Ça fait pas les musulmans et des convertis. Ça fait pas que depuis quelques années ou que depuis qu'il y a des attentats. On est discret, on pratique notre religion, on va à la mosquée sans déranger les voisins. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Nous, les femmes, on prie chez nous, on n'est pas obligé d'aller à la mosquée. Si on n'a pas envie, si on est une sœur qui porte le voile et on veut garder sa pudeur, on n'est pas obligé d'aller en burkini au bord de la plage. La religion se pratique, on peut adapter, et bien sûr qu'il y a des choses. Il y a des choses qui peuvent nous choquer en tant que musulmanes ou convertis, mais après on s'adapte, on essaie de trouver des solutions. Françoise Nur, Béatrice Nur, pardon, oui. Excusez-moi. Oui. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'espère que vous reviendrez à Al-Maradibiya pour nous parler. Merci beaucoup. Et donc nous ouvrons le standard maintenant. Nordine Oussat restera avec nous durant toute l'émission pour répondre éventuellement aux questions des téléspectateurs. Et avec nous, donc, Rachid Doran. Rachid Nouaran. السلام عليكم سي بشنوف. وعليكم السلام, اهلا بك سي رشيد. واش راكم لاباس؟ يبارك فيك الحمد لله. Je voulais intervenir concernant sur le sujet d'aujourd'hui. Je vous en prie. Bon, concernant le burkini. Moi c'est-à-dire la conversion du bikini au burkini وحده. هذه وحده. تفضل on vous écoute. On vous écoute. Bon, وثانيا je considère les gens, c'est-à-dire une musulmane تروح للبحر في كان c'est-à-dire في كان il y a aussi le nudisme, il y a des hommes qui sont habillés لابسين le maillot de bain. Comment se fait-il une femme musulmane تروح تشوف العريان وهي تروح تعوم؟
D'accord, merci. Merci, c'est Rachid. Nordin Aoussat. Nordin Aoussat. Oui, je vous écoute. Vous avez entendu la question de Rachid Doran qui dit oui, c'est vrai, mais le burkini, finalement, la femme musulmane, si elle est vraiment donc attachée à sa religion et au signe extérieur de sa pratique religieuse, pourquoi elle va s'afficher là, à la plage, au milieu de gens à demi nus? Ce qu'il dit, lui, hein. Bon. Oui, donc oui, on a déjà entendu ce genre d'argument. Malheureusement, il a été même tenu ici en France par un pseudo-imam. Mais il faudra distinguer deux choses, la question de principe et la question de la forme. Mais la question de le principe, c'est que cette question du burkini, qui devient Burkini Gate maintenant, elle avait une portée et elle avait un enjeu beaucoup plus important que les détails certes importants des conditions de l'habit et du vêtement que doit porter la musulmane. Il s'agit d'une question de liberté, il s'agit d'une question de droit. Ce qui était recherché par ceux qui ont pris l'arrêté et d'interdire ce vêtement couvrant ce vêtement de baignade, bien entendu, c'était beaucoup plus que ça, c'était de tester les musulmans et de préparer le terrain pour une interdiction et dans la place publique du tout vêtement portant un lien avec l'islam, notamment le voile. Donc c'est pour cette raison que les associations musulmanes à leur côté, bien entendu, et tant mieux, et ça a été toujours comme ça depuis toujours, la Ligue des droits de l'homme et Amnesty International ont attaqué ces arrêtés municipaux. Donc il faut faire très attention. Le frère qui appelle Doran, il a toutes ses raisons d'avoir cet avis, mais attention, il n'y a pas que cet avis-là, il n'y a pas que cet aspect-là, il y a aussi un aspect beaucoup plus important et beaucoup plus général dans cette affaire du burkini. Restez avec nous, Nordin Aoussat. Hussein de Londres. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Tfadal, c'est Hussein. Allah yassalmak, c'est juste fadlak. C'est Jamal, j'aimerais bien, à mon avis personnel, ce qui est plus important, c'est de voir la femme musulmane qui se défend, et non pas l'homme qui défend la femme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça revient à une question de responsabilité sur nous, tous les musulmans. Là. C'est d'œuvrer à développer la femme musulmane. C'est d'œuvrer à leur donner plus d'espace pour se développer, pour qu'elle puisse se défendre elle-même. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Et je rappelle que le standard est ouvert et que les femmes peuvent venir s'exprimer, se défendre, comme vient de nous dire Hussein Londres. Mohamed d'Allemagne. Ahlan bik, c'est Mohamed. Bonsoir mon ami. Bonsoir, c'est moi. Ben Chenouf. J'ai essayé hier et avant-hier vous contacter. C'est dommage, j'ai pas eu je n'ai pas le temps. Enfin, de toute façon, bref, vous dites tout à l'heure dans votre vidéo que la France est démocratique et sociale avec la décision du Conseil de l'État. La France, elle a été toujours un pays de liberté, fraternité, égalité, etc., etc. Et puis c'est un état de droit. Je vous dis tout simplement une anecdote. J'ai été arrêté en 1956 à Lyon, dans les locaux de Vauban, s'appelle ça. Il y avait deux commissaires. Il y avait un commissaire principal métropolitain, et son adjoint, c'était un commissaire qui vient d'Oran, un pied noir. Ils m'ont arrêté, ils m'ont jugé, je dis ceci, cela, vous avez atteinte à la sûreté de l'État. J'ai dit non, monsieur, voici le permis qui nous a été donné par la préfecture de police à Paris. Nous sommes des citoyens algériens et nous voulons défendre nos compatriotes ici devant la justice et l'arbitrage. Syndicaliste, je dis je suis un syndicaliste et je suis militant de FLN. Donc ils ont pris tout ça en rapport. Le commissaire principal, métropolitain, il a vu et commence son adjoint dit on va le tabasser. Ah non, il lui dit ici nous sommes en métropole, c'est la justice,
on a pris, c'est la justice qui va le trancher. Nous avons fait notre devoir, nous allons l'amener devant la justice, devant le juge, et c'est le juge qui en est. Je vous dis pour vous dire que la France, elle a été toujours, et elle sera, et elle restera. C'est pas comme chez nous en Algérie. Quand vous voyez quelqu'un qui parle, qui veut défendre le droit des travailleurs, on n'a pas un syndicat en Algérie, un syndicat ou un syndicalisme qui reflète les aspirations profondes du peuple algérien. Nous avons une mafia organisée avec toutes les annales de l'histoire de la révolution algérienne. Ils ont pris cette révolution à leurs mains et puis ils sont en train de profiter, quand on le voit ici en France, à Paris ou à Genève ou à New York. Merci. Merci, c'est Mohamed. Merci, c'est Mohamed Dalmani. Mohamed Doran, Mohamed Menwahran. J'ai interrompu c'est Mohamed Dalman parce que quand on appelle d'Algérie, les gens ne peuvent pas attendre trop longtemps. Mohamed Menwahran, tfadal. Salam alaikum, monsieur Jamal. Alaikum salam, ahlan bik, c'est Mohamed. Je vous salue, je salue vos téléspectateurs. Merci. Et la chaîne libre qui nous représente en Algérie et ailleurs. Je voulais dire que le Burkini, ça prouve encore une fois, une deuxième fois, ou bien une centième fois, que la France, ce n'est pas un pays démocratique. Allô? Oui, oui, on vous écoute. Vous pouvez vous exprimer. J'étais en train de dire que c'est la preuve ultime que la France est un pays raciste et que les musulmans, il faut qu'ils se réveillent en France. Les 6 millions, il faut qu'ils se réveillent. Parce que l'unité, c'est la force. Alors moi, je me demande pourquoi il n'y a pas un syndicat ou bien un groupe politique qui représente les Français musulmans. Il ne faut pas laisser faire. Moi, c'est ce que je dis aux musulmans de la France. Il ne faut pas laisser faire. Parce que si la bonne femme elle a le droit de porter un mini-jupe, ou bien la chrétienne qui se voile, qui va à la mer comme vous le montrez sur l'image, eh ben, la musulmane elle a aussi le droit de porter le burkini ou bien ce qu'elle veut. C'est une question personnelle, ça. Non. Mais le Conseil d'État vient de dire ce que vous êtes en train de dire, qu'elle a le droit de porter ce qu'elle veut, et que c'est une atteinte grave et illégale à ses libertés. Écoutez, M. Jamal, les chaînes de télévision et les journaux en France, ils ne sont pas réprimandés. Si vous parlez d'antisémitisme en France, on vous met en prison. Mais si vous portez la tête à l'islam, on vous laisse le faire. C'est ça qui est aberrant. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait que égalité, fraternité, ceci, cela, c'est à jeter, ça. Merci, c'est Mohamed Menwahran, Mohamed de Hollande. Non. Mohamed من هولندا. الو السلام عليكم سي جمال. وعليكم السلام اهلا بك سي محمد جو زون بري. شكرا. اسمح لي خويا لكن سا مديرونج بوكو هذا لو سوجي هذا. جو فولي بارتيسيبي او كيما قال لو فرار دورون محمد دورون. لو بروبليم هذا حتى حنا في البلدان تاعنا جو في دير لي بي عرب عندنا المشكل هذا. Dernièrement, il y avait tout un débat sur le Maroc. جبدوا عليه, il y avait des femmes qui s'habillent comme d'après les exigences de la plage. قال لك منين ولاو يدخلوا عندنا هذا بالبوركيني ولا يشوفوا فينا بواحد الطريقه سوا ديزون كون نو. alors ولاو يتقلقوا. انا نعقل ملي كنت في البلاد كي كنا نقعدوا حنايا لي جون. Il y avait des frères musulmans avec leur barbe, avec leur djellaba. Ils jouent بنساهم avec leur robe. ويديروا les parasols, ويديروا les tentes, ويديروا حتى الحجر. فهمت؟ كان يبلعوا علينا كاع البحر. C'était leur page. والمشكل الكبير اللي ما ننساش il y avait des femmes maintenant يدخلوا لا بلاج بهذوك الجلابه تاعهم. الو اسمح لي ماشي با طريقه بور فوار لا فام بهذيك الطريقه في هذيك البلاصه. وكما قال محمد تاع وهران المشكل ما راهش غير في فرنسا, المشكل راه حتى في البلدان تاع العرب. لا فام كي ميزيلمان كون ريسبكت بيان سور وبغات دير الحجاب ما شاء الله, بصح il y a des gens qui sont à la plage avec leur tenue exigée avec كيما كان des hommes اللي شويه عريانين. il faut pas y aller. وحاجه ما ننسوهاش حنا في بلادنا شي سي دي اوروبيان كي ديسوند على لا بلاج كي سون ان بو نو ولا يديروا شي صوالح ما يعجبناش حتى حنا ما نقبلوهمش. alors il faut qu'on se respecte. بارك الله فيكم. بارك الله فيك. نوتر محمد من بريطانيا.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de Mohamed. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بك سي محمد. وشكرا للمغاربيه وشكرا للمشاهدين الكرام. اما ممكن نتكلم بالعربيه؟ تفضل. شكرا. على بالك باللي هذه ليبرتي فراترنيتي ايغاليتي سوشيال انجينيرينغ، على بالك بلوف هذه فرنسا بلعوها الرجيم الصهيونيست في لاباستي، بلعوها لي فرنسي الان سليبه عند لي زيونيست، فهمت ولا لا؟ عندهم كما يخص البركه هذه عندهم الحق يا اخي، يفو لي ريسبكتي. ما عجبكش الحال روح بلادك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ان اوتر محمد دو باري. الو واش خويا محمد فهمتوا علينا اليوم تولي محمد تعيطوا كل ولا كيفاه؟ Aujourd'hui, il n'y a que des Mohamed, donc ça prouve un peu l'hostilité, un petit peu le réveil des Mohamed. Je vois. Je vous en prie. C'est révélateur quand même, oui. Alors, je voulais juste savoir et revenir un petit peu sur cette histoire. Il faut quand même revenir à l'histoire de France et l'hostilité de l'islam, parce que la France, elle se prétend d'être un pays judéo-chrétien. Donc l'histoire de l'islam en France, elle est complètement exclue de l'identité française. Allô? Oui, on vous écoute. Il y a le défunt Mohamed Harkoun, il a répondu à cette question en disant, en répondant à ces gens, en leur disant, voilà, l'islam existe en France depuis le Moyen-Âge. Il avait un livre d'ailleurs qui a été écrit, l'histoire de l'islam et des musulmans en France depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Et là, on comprend parfaitement que l'esprit et l'état d'esprit de la France par rapport aux Anglais ou par rapport aux Canadiens qui viennent même de permettre aux gens de porter ce qu'ils veulent, même dans... Moi j'étais à Londres, j'étais étonné par les tenues vestimentaires et personne ne fait attention. Vous savez, ici en France, si vous travaillez dans les galeries Lafayette, vous êtes conductrice de bus, c'est pratiquement impossible. Et donc, la France, elle est en retard par rapport à sa révolution. Vous savez, quand on parle de liberté, égalité, fraternité, c'est un état d'esprit qui se met dans le fait accompli de tous les jours. C'est une pratique quotidienne. Et l'état d'esprit de la France est en retard par rapport aux Anglais qui ont fait une révolution 2 siècles avant. Et cet état d'esprit s'explique aussi par l'état d'esprit de la France coloniale. Même quand on parle de Napoléon qui est allé en Égypte, c'est dans un but culturel pour pouvoir imposer quelque chose qui est français. Et le problème, il est là. Donc, l'islam, il est victime. Bon, c'est vrai que les musulmans ici en France, ils n'ont pas un lobby pour pouvoir défendre leur identité, pour pouvoir défendre leur état d'esprit républicain, pour dire que nous sommes français, mais républicains musulmans par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce que vous nous accusez. Et ça s'exprime par le vote. Quand on regarde la communauté juive en France, le lobby juif, comment il s'impose, même maintenant, le lobby chinois qui s'impose en France par le biais des votes. Vous savez, quand il y a ici la fête de fin d'année de l'an chinois, vous savez, il y a tout le défilé qui est protégé par la police. Et les musulmans, il faut qu'ils sachent, et c'est l'heure, il faut qu'ils sachent qu'il faut s'organiser autour d'un même mot et que quand il y a des élections, on s'affiche pour dire voilà notre orientation et ça, on aura notre mot à dire. Salam alaikum. Maintenant, le lobby chinois qui s'impose en France par le biais des votes, vous savez, quand il y a ici la fête de fin d'année de l'an chinois, il y a tout le défilé qui est protégé par la police. Il faut qu'ils sachent. Merci Mohamed de Paris, on ne vous entend plus. Malheureusement. Shafi'i de Biskra. Shafi'i Biskra. Alain Bik, c'est Shafi'i. Vous ne pouvez pas me passer? Si, on vous écoute. On a perdu Shafi'i de Biskra. Athmani de France. Alors, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Alain Bik, c'est Athmani. بغيت أنا نقول لكم كما في سورة النساء كل حاجة اللي تجي من عند الخير من عند الله سي من عند الله وكل حاجة من أيديكم ولا من نفسكم. دونك هذه المشكلة كما اللي مشى يستبرى دار سيغ لو غوزو وقال لها خوك كل يوم هاك ولا عليه لا غوزور أغوزي. دونك الله تعالى من يبغي يعذب واحد النملة يدير لها جنحات. مي هما ليغاليتي فرانتيرنيتي وراها داروا يعني القوم لوط لي زوموسيكسوال اللي عندهم الحق زوابيي وحتى في الجامع كان اللي يصلي ويسجد يبان يبان سون ديغيير هنايا البركه دوك يا دو بوا اي دو ميزور. Merci, barakallahu fik. Nous allons prendre encore 2 appels seulement. Je vous demande donc de ne plus appeler. 2 appels et nous revenons à Nordina Oussat
pour répondre à certaines questions. Maouch d'Alger. Bonsoir, monsieur Bechnou. Bonsoir, monsieur Maouch. Ahlan bik. Ahlan bik. Je salue tous les journalistes de l'El Magharibia et tous les téléspectateurs en Algérie ou à l'extérieur de l'Algérie. Merci. Il y a j'ai deux choses à dire. La première, c'est que la France est réellement le pays de la liberté, l'égalité, la fraternité, comme vient de le prouver le Haut Conseil d'État français, qui a rejeté la décision du chef du gouvernement français, contraire à ce qui se passe chez nous. Alors, la deuxième chose, ce que je veux dire, c'est que le burkini ou le hijab ne font pas la musulmane. Je connais des musulmans en Algérie avec le hijab qui vont de la zutla, qui se font dans la zina et le vol. Alors on ne peut pas dire qu'automatiquement ceux qui portent le hijab ou le burkini sont des musulmans. Je te salue. Merci beaucoup. Dernier appel donc, Wahiba de Paris. Voilà. Salam alaikum. Wa alaikum salam, ahlan bik, Wahiba. Voilà, je suis très contente de vous avoir sur le téléphone là parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire que j'ai sur le cœur. Je suis une personne qui habite Paris et je vis les événements quotidiens. Je suis musulmane et je porte le hijab. C'est pour révéler une réalité qu'on vit aujourd'hui, nous, même intellectuels que je suis, médecin, on est privé de beaucoup de droits ici. Par exemple, je voulais faire des DU et tout au niveau des universités. Ils nous mettent des bâtons, ils nous mettent des barrières, disant que vous portez le hijab, vous n'avez pas accès à certains droits comme les autres. On n'a pas le droit d'exercer autant que médecin hijab au niveau des hôpitaux. Là, si on voit tout ça et on voit comment le comportement des gens en dehors de chez nous, par exemple, on est au métro, on est au bus, on est dehors dans les centres commerciaux, et il y a des gens qui nous disent des mots mal placés parce qu'on porte le hijab. Là, ce n'est qu'un commencement. Le burkini, c'est un prétexte. Moi, je vis ici depuis très longtemps. Quand ils veulent arriver à un objectif, ils commencent par les petites choses pour arriver à leur but, qui est mettre le hijab et le bannir et dire que la femme musulmane avec le hijab n'a pas sa place ici au niveau en France. Elle est contre notre République, nos valeurs. Donc là, ce n'est qu'un commencement. Moi, je suis en train de vivre ça au quotidien avec mes sœurs ici, médecins et intellectuels comme elles sont, et on voit que les problèmes vont arriver au plus sérieux, et c'est pas le hijab, et c'est l'islam, c'est les musulmans. On me dérange beaucoup, même nos frères qui portent les abaya quand ils partent à la mosquée. Aux mosquées, quand ils font leur prière du vendredi, ils sont interpellés parfois, ils garent leur voiture, ils viennent et ils trouvent devant eux 4-5 policiers qui leur demandent d'enlever la voiture, alors que pour d'autres, ils le font pas. On est au quotidien, on vit au quotidien, franchement, on peut aller même dire des menaces verbalement, ou on passe même aux mains. Parfois des femmes, elles passent aux mains. Elles passent aux mains avec d'autres sœurs, des femmes âgées qui portent le hijab. Elles sont sujettes à des harcèlements carrément. Carrément. Et ça, c'est des réalités. Il y a des gens, sur la télé, ils disent que non, ils ont raison, ils sont chez eux. Non, ils ne sont pas chez eux, on est nous aussi, on est chez nous. Non, on contribue, on a travaillé, on paye les impôts, nos maris payent les impôts, c'est des médecins, c'est des cadres. Et la plupart, je vous dis, la plupart des gens cadres et intellectuels, aujourd'hui, il y a une conscience sur le plan religion. Il y a beaucoup qui ont mis le foulard et tout, c'est parce que par conviction, et voilà. Et ça, oui, on voit bien que vous en avez gros sur le cœur, donc je vais vous demander de laisser votre numéro. Ne coupez pas, on va prendre votre numéro. Comme ça, nous allons vous inviter dans d'autres émissions pour pouvoir nous dire tout ce que vous vivez, tout ce que vous traversez comme épreuve. Merci en tout cas d'avoir participé. Merci aux autres intervenants. Et nous revenons maintenant à Nordina Oussat. Nordina Oussat, j'aimerais d'abord revenir sur l'intervention de Mohamed de Hollande qui dit qu'en effet, c'est vrai qu'on attente aux libertés des gens en France en les empêchant, des femmes, en les empêchant de porter des burkinis, mais que dans les pays musulmans aussi, on attente
aux droits des femmes en les interdisant de se vêtir en bikini ou en... Qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette... Je ne sais pas de quel pays il parle exactement, mais à ma connaissance, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, dans tous ces pays, les femmes sont libres de se baigner avec la tenue qu'elles ont choisie. Mais il y a une pression à la plage. Lui ne parle pas des autorités publiques. Il parle des frères, comme il dit lui, les barbus, à la plage qui interdisent par le regard, par la pression, les autres femmes de se vêtir comme elles veulent. Oui, ça c'est un problème d'éducation, c'est un problème d'éducation, c'est ces barbus-là et ces frères-là ou ces sœurs-là, donc elles vont dans ces plages-là où elles savent qu'il y a des gens, qu'il y a des femmes qui se baignent avec le bikini ou avec d'autres tenues, donc au monokini ou comment on appelle ça, donc ils ne doivent pas agresser les autres par leur regard ou par des gestes ou par des, je sais pas, des expressions, ou, non, ils n'ont pas à faire cela. Ils partagent l'espace, mais on ne va pas faire de cette anecdote qui se situe dans un pays autre que la France un exemple pour ce qui se passe en France, qui est un problème dont les enjeux sont beaucoup plus importants et beaucoup plus, je dirais, décisifs pour plusieurs millions de musulmans qui vivent en France. Expliquez-moi quelque chose, Nordine Aoussat, et expliquez à tout le monde qui se pose la même question. Pourquoi en France, ce n'est pas le cas en Angleterre, vous avez vu vous-même quand vous êtes venu la semaine passée, vous avez constaté par vous-même, mais pourquoi en France, certains attributs vestimentaires, la abaya, le hijab, dérangent autant au moment où d'autres attributs vestimentaires d'autres religions ne choquent pas du tout? Pourquoi, à votre avis? Pourquoi seulement contre les musulmans? Je dirais qu'il y a deux choses, hein, il y a deux points si vous voulez. D'une part, le regard du français, de la française, et ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure par quelqu'un, par un intervenant, il a encore, je dirais, de la marge devant lui, il doit encore évoluer et s'y faire avec le monde, la postmodernité et le monde d'aujourd'hui qui est cosmopolite, qui est mixte, qui est mélangé à toutes les coutumes et tous les usages. Et donc, il y a une évolution à faire de la part du peuple français. Mais aussi, et d'autre part, il y a quelque chose chez les musulmans qui est nouveau. Ces vêtements-là qu'on voit apparaître ces 10-15 dernières années, ça ne fait 10-15 années, c'est très peu par rapport à l'Angleterre où on voyait ça déjà depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc il y a aussi ce paramètre à prendre en considération. Oui, mais Nordine Aoussat, très franchement, pour parler un peu vrai, est-ce que le fait de se vêtir de cette façon, de s'apprêter de cette façon, est-ce que ce n'est pas quelque part de la provocation aussi? Pourquoi, lorsqu'à un certain moment, quand le climat n'est pas très sain, j'allais dire, pourquoi en plus on rajoutait se vêtir en abaya d'une façon très visible, de très loin, très ostentatoire? Pourquoi? Est-ce que c'est nécessaire de s'afficher ainsi? Est-ce que c'est l'affirmation de son identité? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de s'affirmer, d'affirmer sa présence autrement que par des attributs vestimentaires? Ça fait déjà 4 questions, hein. Donc, s'afficher, s'affirmer, exprimer son identité, etc. Je dirais, il n'y a rien de tout cela. Même si ce n'est pas une question d'affirmer, ni de s'afficher, ni de quoi que ce soit, on est dans une société libre, et dans la société libre, il y a la culture, il y a les us, les coutumes, et il y a la loi. Aujourd'hui, si je vous dis certaines tenues qu'on voit à Paris n'existaient pas il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Elles ont été acceptées. Je parle des tenues qui n'ont rien à voir avec la religion musulmane. Elles ont bien été acceptées, ces tenues-là. Bon,
pour la tenue dite musulmane, même si ce n'est pas une nécessité, même si ce n'est pas une obligation, même si ce n'est pas un accessoire qui a un lien avec l'identité religieuse, si les gens ils ont envie de les porter sans provocation, sans ostentation, je dirais ostentation dans le sens où allez, il va se ramener au milieu d'une foule, par exemple un hall d'aéroport, il va se mettre à prier au milieu. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas de cette façon. Mais s'il prend un endroit discret, dans un coin, loin des regards, loin je dirais, de la foule, et s'il a envie de le faire, on fait encore d'autres choses beaucoup plus intimes aujourd'hui dans les places publiques. Et sur les terrasses des cafés, pourquoi pas qu'une personne ne vienne avec une tenue musulmane? Donc, d'autant plus qu'il y a quelque chose qui ne doit pas échapper à nos amis auditeurs, c'est que dans les lois françaises, dans les lois fondamentales, je dis bien la loi de 1905, la Constitution, la Déclaration universelle des droits de l'homme, tous ces textes-là garantissent aux citoyens la liberté de conscience, la liberté de religion et la liberté vestimentaire, y compris l'expression de cette religion en public, individuellement ou collectivement. Donc c'est pour cette raison, je pense que nos parents ou bien les parents de beaucoup de gens qui ont vécu ici à un moment ou un autre savent tout cela. Ils savent que la liberté, l'égalité et la fraternité ne sont pas que des slogans, sauf que, je dis bien, sauf que pour obtenir ses droits en France, pour obtenir sa liberté en France, on l'a bien vu avec le cas du Burkini, il faut encore le revendiquer, il faut aller le chercher. Et quand on va le chercher et on sait comment le chercher, on le trouve et on l'obtient. Et c'est l'exemple, je dirais, et c'est la leçon à retenir de cette décision du Conseil d'État. Nordin Aoussat, merci infiniment. Stéphane Gazgaz, merci. Béatrice Nur, merci, merci. À nos téléspectateurs et téléspectatrices d'avoir appelé. Merci à vous d'avoir suivi cette émission.